El Hadj Madior Cissé. J'habite à Sacré-Cœur 3, je suis imam ici dans la mosquée Aboubacar Siddiq. J'ai une formation de développeur, je suis un économiste, planificateur. Je fais partie de la première promotion de l'École nationale d'économie appliquée. 1962, 61, 64. J'ai fait l'université de Pittsburgh aux États-Unis. J'ai fait l'université de Varsovie. J'ai participé à au sein de plusieurs instituts, dont l'Institut de management de Yaoundé. J'ai séjourné aussi au Kafrad, au Tanger, au Maroc, à l'Institut de formation pour la formation des formateurs. J'ai dirigé au niveau du ministère du Plan de la coopération, j'ai dirigé la division de la planification régionale. Depuis le lancement du premier plan jusqu'au 9e plan, j'ai dirigé donc cette division. J'ai servi dans la quasi-totalité des régions et je fais partie de la première équipe de jeunes qui, à l'aube de l'indépendance, étaient désignés pour vulgariser les plans et les réformes au niveau du territoire national. Depuis ma retraite en 1994, de 1994 à 2007, j'ai enseigné à l'université Gaston Berger au niveau de l'UFR de sciences juridiques et politiques. Voilà en somme. Et depuis 2007, j'ai cessé des activités de ce genre pour me consacrer à la mosquée et à la formation des jeunes au sein de l'école coranique de Sacré-Cœur 3. Le livre constitue le deuxième ouvrage que je viens de réaliser. Le premier ouvrage que j'ai réalisé, je l'ai réalisé en 2004, sous le règne du président Abdoulaye Wade, d'ailleurs, qui l'a préfacé. Ce document a été intitulé des théories réformistes à la planification régionale, les chemins difficiles du développement. Ça a été réalisé par les presses universitaires de Dakar avec l'assistance de l'ancien ministre Soukeyni Diaïba. Le président, donc, Abdoulaye Wade l'a préfacé. C'est dans ce premier ouvrage, j'ai parlé de l'évolution des réformes successives, des réformes du territoire national. Et le présent ouvrage intitulé Pour un autre développement, l'acte 3 dans la dynamique du changement. C'est parce que tout simplement, pour me résumer, de 1960 à 1964, dès le lancement du premier plan, sous le règne de Mamadou Dia Senghor, nous étions chargés de vulgariser et la réforme du 13 janvier 1960 et le lancement du premier plan à travers le pays sous l'égide du directeur Ben Madi Cissé. Ben Madi Cissé que les gens ont tendance à oublier et que Senghor appelait l'apôtre. J'y reviendrai. Le second donc constitue Pour un autre développement que j'ai écrit à partir de 2012. Quand j'ai vu que ceux qui nous dirigent actuellement sont nés après l'indépendance, on a l'impression qu'ils sont nés pour apporter la solution. Parce que le Sénégal a connu plusieurs réformes. La réforme de 1960, qui a divisé le pays en 7 régions et 26 départements, jusqu'à la réforme de 2012, appelée l'acte 3. Mais s'il faut donner connotation aux actes, le Sénégal dépasse l'acte 3. Parce que la réforme de 1960, la réforme de 1964, qui change les cercles en départements, la réforme de 1972,
qui a institué la notion de décentralisation et de déconcentration. La réforme de 1996 que le président Abdou Diouf a lancée à partir de l'université d'été du Parti socialiste. Alors, les régions donc, qui n'étaient pas des niveaux pertinents de prise de décision, le sont devenues. Mais on a constaté qu'il y a eu des failles. En 2000, quand le président Abdoulaye Wade est venu, il a parlé du plan Oméga, alors qu'il avait déjà trouvé l'évolution par cercle concentrique de Senghor. Vers quoi? Senghor ne l'a pas dit. Abdoulaye Wade dit vers un plan Oméga. Et un politicien ambitieux, dont je ne veux pas citer le nom, a parlé pour accéder au plan Oméga, il faut le faire par les grades de convergence. Et en 2012, le président Macky est venu, parlant du soubassement à partir de le thème central de mon livre, je l'ai tiré de son discours, où il s'est inspiré des réformes de 1972-1996 pour réaliser l'acte 3. L'acte 3, c'est la réforme qui a pour but de transformer les collectivités territoriales, les communes, dans la communalisation universelle. Alors, cette communalisation universelle, maintenant, a lancé le soubassement d'un vrai développement. Nous y reviendrons. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Ce livre également qui est un outil précieux pour les nouvelles communes et les collectivités locales. Ça les aide dans la formulation de leurs plans et de leurs projets. Le présent ouvrage est parti du thème central pour traiter du développement dans les collectivités locales. Ensuite, je suis parti de la situation de référence. La situation de référence, c'est la situation historique du développement qui part de 1960 à 1996. Les différentes réformes. Réforme territoriale, réforme du commandement territorial, réforme des nouvelles politiques agricoles, nouvelle planification et nouvelle industrialisation. Alors, je me suis beaucoup insisté sur la fin des paradoxes, parce que l'ensemble de ces réformes était assis sur un certain nombre de paradoxes. Le paradoxe, c'est un fait admis, selon le Robert. Le paradoxe est un fait admis, accepté, pratiqué par des gens, même quand ils savent que ce fait ou cette action n'est pas conforme à l'orthodoxie. C'est ce qui est arrivé au dédoublement fonctionnel constaté entre les maires capitales régionales et les gouverneurs. Le gouverneur, chef de l'exécutif régional, a assuré une sorte de dédoublement fonctionnel à côté des maires. Les maires régnaient, mais n'administraient pas. Alors, ça, c'est un paradoxe que nous avons accepté. Un maire élu au niveau de la capitale régionale, élu au suffrage universel, à côté d'un gouverneur qui n'est que nommé, et que ce gouverneur prenait la suprématie sur le maire en signant les actes, mais qui, au moment d'arbitrage, au moment de donner les résultats, c'est le maire qui est sanctionné. Et c'est le gouverneur l'ordonnateur. Ça a été un paradoxe admis, accepté par tout le monde. Il y a également la tutelle. La tutelle a été une arme utilisée par le commandement territorial pour empêcher les maires de tourner en rond. Alors, ces paradoxes, on peut citer également le Sénégal, sur le plan économique, un pays producteur d'arachide et qui importe de l'huile. Alors qu'avant le quatrième plan, le Sénégal fabriquait de l'huile. Si nous partons du principe qu'en 1972,
le litre d'huile coûtait 150 francs. Et en 2022, le litre d'huile est à 1500 ou à 1600. C'est paradoxal. Dans un pays qui produit de l'arachide dans sa production. Il y a également le cas du riz. Nous importons du riz, alors que nous avons du riz. Nous pouvons nous autosuffire. Alors voilà ces paradoxes qu'on admet et que tout le monde accepte. Il faut qu'on dépasse ces paradoxes-là. Il y a également un autre paradoxe. Un ministre, maire, le dédoublement fonctionnel. Alors qu'un maire doit se réveiller au niveau de sa commune et de sentir la pulsion de sa population quotidiennement. Ce n'est pas le cas. Avec ça, il est difficile d'asseoir un développement participatif et durable. Mais avec l'acte 3, qui dans la dynamique du changement va dans le sens du transfert des compétences, permettre aux communes de s'adapter. Mais il y a également un autre paradoxe. Dakar, qui constitue 0,28% du territoire national, concentre plus de 50% des entreprises, 70% des entreprises, sur 0,28% du territoire national. Ça aboutit à ce qu'on appelle la macrocéphalie. C'est une grosse tête sur un corps minuscule. Alors, c'est la naissance des bidonvilles qui entourent Dakar. Alors, la création de Damnadio ne saurait être une solution. Je l'ai démontré que Damnadio ne peut jouer un rôle de contrepoids en étant dans la surface de la région de Dakar. Alors, selon nos recherches, nous avons trouvé que l'endroit idéal serait dans la zone Meké-Lompoul, sur le littoral atlantique. Voilà la zone qui peut jouer réellement un rôle de contrepoids sur Dakar.